L'ego. L'ego est une interface d'échange qui nous permet d'être en contact avec les autres et la vie terrestre. Nous pouvons ainsi dialoguer, agir pour travailler et créer ensemble. Dans cette interface, soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Ça signifie que l'ego est soit conscient, soit non conscient. Dès que l'ego est non conscient, ça active des notions de dualité-souffrance. Dans ce cas, c'est une lourdeur si je ne suis pas conscient. Je suis prisonnier de mon ego. Quand l'ego est inconscient, ce sont des émotions destructrices intérieures ou projetées à l'extérieur. C'est un mental qui fait baisser le taux vibratoire, qui critique, qui sépare. Car le mental fait partie de l'ego. L'ego est structuré des corps physiques, éthériques, émotionnels et mentaux. Lorsqu'il y a des courts-circuits dans le fonctionnement éthérique et physique, cela amène ce qu'on appelle des pulsions et des compulsions. Dans le cas où ça se passe bien, on reconnaît l'autre et soi-même dans son unicité, comme les couleurs d'un arc-en-ciel, où chaque couleur est unique, tout en faisant partie de l'arc-en-ciel. L'ego est reconnu comme un merveilleux outil d'évolution, faisant partie de notre personnalité. Ici, il favorise notre élévation spirituelle. À quoi sert l'ego ? L'ego permet les échanges avec la vie extérieure à nous construire une identité propre. C'est un outil d'individualisation. Sans ego, pas d'individu. Il n'y aurait pas de particularité de chacun, on serait comme des clones. Plus l'ego est développé, plus on est en mesure de suivre son propre chemin, plutôt que celui d'un groupe humain, comme une tribu, une religion, une famille, une nation, une culture. S'il est inconscient, il n'est pas au service de l'évolution. Cependant, il sert quand même à expérimenter la dualité séparative. La vie terrestre est une école, où on apprend par l'expérience les règles du jeu. L'ego permet de se questionner, de raisonner, de prendre conscience des leçons de vie. L'ego participe à nourrir nos souffrances lorsqu'il s'identifie aux émotions. Quand il est triste, il dit « je suis triste » au lieu de dire « j'ai de la tristesse ». Pour le mental, c'est pareil. Il pense que sa vérité, c'est la vérité. Parce que dans son système de croyance, il veut toujours avoir raison. Il juge celui qui ne pense pas comme lui. Ainsi, il contrôle son système pour ne pas le déstabiliser. Il nous fait tourner en rond. Les comportements sont dépendants de nos blessures, de nos croyances, de nos conditionnements, de nos attentes non répondues et de systèmes de défense et de protection. Dans notre système de défense, soit on attaque, soit on fuit. Imaginons une personne qui a vécu une blessure de violence par rapport au sexe opposé et dans un acte d'amour. Inconsciemment, pour ne pas revivre ça, par rapport à un homme, elle va fuir l'homme. Ça va être un mode de comportement qui va l'empêcher de vivre l'amour dans sa vie. Ce sont des comportements qui nous éloignent de la vraie vie, du bonheur. L'ego se sent seul, car séparé. Ce qui peut engendrer toutes sortes de peurs dues à cette vision séparative. Il nourrit nos souffrances quand nous nous maintenons dans l'ignorance, dans l'absence de conscience de ce que nous vivons comme des automates débranchés de la réalité, en générant des scénarios de vie illusoires qu'ils projettent dans le futur. Car l'ego fuit toujours le moment présent. L'ego participe à notre bonheur. Lorsque le mental est conscient, il nous permet de faire les meilleurs choix dans notre vie. C'est avec lui que nous pouvons prendre conscience des emprisonnements intérieurs et extérieurs pour nous en libérer et nourrir la liberté d'être. Il permet aussi de prendre la décision d'aller voir un thérapeute pour déconstruire, se faire aider, de s'asseoir aussi entre deux pensées. Et si je ne me laisse pas embarquer par lui, je vis le calme intérieur.
Quel est le lien entre ego et conscience ? On a vu que l'ego peut être de nature consciente ou inconsciente. Quand il est inconscient, il contrôle la vie. Et là, on vit des notions de pouvoir et d'emprise de la matrice terrestre. La matrice, c'est tout ce que s'est attribué l'homme du divin. L'homme s'est attribué les lois, pouvoirs et autorités divines. C'est l'orgueil de l'humain. L'humain a coupé le dialogue avec son âme. Il a pris les pleins pouvoirs. Et aujourd'hui, il fonctionne dans l'autorité et les lois humaines. Donc, on vit la dualité souffrance. Quand l'ego est conscient, il accueille la vie, il pense par lui-même et ne subit plus des automatismes de pensée provenant de conditionnements qui ne lui appartiennent pas. Il s'est déconnecté de la matrice terrestre, il est alors libre et souverain. La souveraineté terrestre, c'est la liberté d'être. Je vais vous lire un extrait d'une vidéo de Laura Marie sur la souveraineté. Lorsque l'être est souverain, il ne donne plus son propre pouvoir à un gouvernement, un patron, une société, un membre de sa famille, un gourou spirituel. Il a compris que tout être vivant est une extension du divin. Cependant, certains, de par leur agissement, se sont déconnectés de la source, de leur âme, et ont dégénéré leur génétique au point d'être dénués de toute empathie, et même de volonté de se réhabiliter, œuvrant pour la destruction, l'asservissement, le contrôle et l'antivie via des technologies destructrices. Ayant fait de son discernement vibratoire sa priorité, l'être souverain ne se laisse plus contrôler par quiconque. Il a repris son propre pouvoir, créé sa vie et sa réalité. Il choisit ses pensées en toute conscience, conscient de leurs répercussions énergétiques sur sa vie et sur le reste du monde. Sa souveraineté retrouvée ne le place pas pour autant dans une position d'orgueil, de pouvoir de l'ego ou de sentiment de supériorité. Au contraire, il sait conserver sa simplicité, son authenticité et son humilité afin d'accepter, tout en restant souverain, la guidance qui pourra lui être rapportée par ceux qui seront divinement placés sur son chemin pour l'aider à avancer. Souveraineté ne doit pas nécessairement rimer avec individualité. Nous pouvons être souverains tous ensemble en nous tenant la main. Pour accompagner l'ego dans sa transformation, la première étape, c'est le comprendre et le rendre conscient. Au début, c'est une nécessité d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà fait le travail et qui est installé dans le cœur, lieu où il n'y a plus de critique ni de jugement. C'est enclencher le travail suivant. Prendre conscience de toutes nos critiques et arrêter ce mécanisme obsolète. Observer en toute honnêteté avec soi-même ce qui se passe dans notre quotidien depuis un regard élevé, afin d'avoir le recul suffisant pour voir autrement. Rencontrer nos peurs et s'en libérer. Nos peurs sont un réel frein à l'expansion de notre être et fait chuter notre taux vibratoire, un vrai cercle vicieux qui nous maintient prisonniers de nos scénarios de vie. Travailler sur nos croyances et comportements pour sortir une fois pour toutes de la souffrance que cela engendre. Tout ce travail nous met en face de nos limites, de nos pièges. Alors, soyons comme l'oiseau dans sa cage qui ne voyait pas qu'elle était entr'ouverte et qui un beau jour, par un rayon de lumière, par une grâce, voit la supercherie et prend enfin son envol. Je voudrais terminer en beauté avec un passage d'un article de Mado Sauvé. L'ego, meilleur ami ou pire ennemi ? Petit ego deviendra grand. Il faut savoir que si l'ego est petit, c'est que l'âme est peu individualisée. La personne avec un tel ego est habituellement obéissante et ne remet pas la hiérarchie en question, ni à la maison, ni à l'école, ni au bureau.
Elle vote pour un parti fort, paye ses impôts avec empressement, porte les vêtements à la mode et fait une fonctionnaire soumise et fidèle. Ne pas confondre avec, plus rarement, un petit ego qui peut indiquer un être psychique mûr, qui a déjà entamé sa dissolution égotique. Son ego est alors assoupli et peu réactif, malgré un corps vital fort et calme, un comportement très individualisé, des idées claires et profondément spirituelles. Plus une personne suit son propre chemin, plus son ego se solidifie et plus son individualité se fortifie. La personne cesse de se plier aux traditions, aux dogmes, aux obligations. C'est le mouton noir de la famille. Au bout de ce processus d'individualisation, qui peut durer quelquefois plusieurs vies, l'ego est prêt à tout. Rejet de la famille, des amis, des collègues, perte d'emploi, réputation ruinée, et il se dit « c'est moi qui décide, je fais ce que je veux ». Ne pas confondre avec un gros ego qui cache une jeune âme si l'individu a ouvert des portes vers les mondes invisibles, dits astral. Pour les personnes qui adhèrent à cela, ce serait comme une entité qui aurait pu s'infiltrer en lui et grossir son corps vital démesurément. Il est alors un candidat parfait pour aider l'élite à contrôler le troupeau humain sans que son âme n'intervienne. Plus un individu avance sur le chemin de la spiritualité, plus il monte haut dans les mondes de la superconscience. Plus il risque d'agrandir son ego quand il retombe dans les mondes conscients. Il s'empare de ses expériences pour se gonfler. Plus l'ego est spirituel et puissant, plus il est menaçant, car sa puissance lui donne un contrôle accru sur son propre corps mental, vital, physique et sur celui des personnes qui l'entourent. Je vous remercie de votre écoute et je nous souhaite à toutes et à tous un ego des plus transparents et au service de l'âme que nous sommes, afin que nous puissions rayonner notre lumière et être un maillon de la chaîne à l'aube d'une nouvelle humanité